Bonsoir. Alors, bonjour. Ça marche pas ton micro? Mais bien sûr que si. Alors pourquoi quand j'appuie sur le bouton on, ça n'enregistre pas? J'appuie sur on et ça marche pas, c'est pas Ce logique. qui aurait été logique, c'est que ta mère prenne la pilule, oui. Ah, tout de suite, on part sur les darons, ok. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. Bienvenue sur Nostalgic Radio dans ce nouveau mag. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait et j'avais envie de faire une émission Destroy. Ce soir je suis en compagnie de Michel Firmin à la régie et de Scarlett à l'animation avec sa coupe de cheveux des grands jours. T'es con. Salut. Ça va la forme? Ouais, tranquille. Alors ce soir on va parler de comics. Pas nouveau, bolos. Oui, mais surtout de Black Widow. Oh ben ça pue l'irrévérence à plein nez, là. Ça va encore grogner dans les commentaires. Pourquoi il y a la mère de Michel dans les commentaires? Ah, tout de suite. On attaque les darons, ok. Ah, du temps des proches, moi je vous le dis, hein. Il l'aurait dit ça, hein. Sans problème, hein. Bon, mais on ne va pas perdre plus de temps et je vous propose de commencer l'émission. Alors je me suis fait un beau cadeau en achetant cette anthologie touffue, mais à vrai dire, est-ce que c'est bien un bon cadeau ou Eh pas? oui, bah oui. Hein, c'est comme quand on donne la vie. Est-ce un beau cadeau ou une malédiction que tu transmets à ta progéniture par simple égoïsme lors d'un acte de plaisir fugace, sans penser que tu vas ensuite la jeter dans un monde froid où crise économique et guerre viendront détruire son avenir sans espoir, fait de douleur et de Non, mort? non, non, c'est trop triste, ça. Tu peux pas dire ça, c'est trop triste. Non mais c'est D'accord. philosophique. Bon, alors là, on est dans le débat d'idées, hein. Tout à fait, on discute, oui, On oui. discute, On hein, discute, c'est ça, on hein. discute. Ah, Hein, c'est pas une critique, hein. Il faut pas le prendre rien mal, n'est hein. figé, si Je tu pense veux. que le concept que tu développes est assez audacieux. Oui, 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 oui. Faudrait faire moins ambitieux. Ah, d'accord, je vois. Tu vois le... Oui, je vois. À mon avis, hein, c'est un peu violent, à mon avis. Ouais, je vois, Je d'accord. pense que si on commence comme ça, je pense qu'on va perdre les D'accord. gens, tu vois. Les Non, mais chances je sont comprends. perdues, Mais je et, comprends, là. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses. Oui, 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 je vois bien ce que tu veux À dire. mon avis, hein. Je pense que tu peux commencer un petit peu moins violent, hein, pour une introduction. Ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu fort, ouais, je le conçois, c'était Et audacieux. voilà, moins agressif. Chers amis, j'ai donc mis une main fébrile et humide sur cette anthologie de Panini Comics T'es relou. qui nous propose pas moins de 16 des aventures de la Veuve Noire, un petit tour d'horizon qui nous permet de mieux connaître ce personnage avec joie, bonheur et félicité, à défaut d'avoir une poire à lavement. Manipuler cet album nous donnera autant de plaisir que d'ouvrir un catalogue de la Redoute à la bonne page. Le bousin est massif, comme vous pouvez le constater, avec 320 pages, bien pourvu, comme mes... Étagère de comics. Oui, c'est ça, le genre de bouquin indispensable aux fans de Natasha Romanoff, que vous ne pouvez pas refuser, autant demander à un obèse s'il veut un Twix, ça sera pareil. J'aime beaucoup l'image. Alors bien sûr, vous vibrez d'inquiétude, et je le ressens derrière cet écran, car vous vous dites, on est sur la chaîne de ce gros beauf de zombies, et que s'il parle de la Veuve Noire, ça va être irrévérencieux, comme quand il nous montre des images de chiennes poilues allongées sur une bite. Mais que nenni, n'ayez crainte, c'est la magie de Noël, et je vais être raisonnable dans l'irrévérence. Je vous propose donc un rapide tour du contenu de cet album velu, sur lequel je vais essayer de ne pas trop m'épancher sans coller les pages. Ah bah ça commence bien. Ben oui, l'irrévérence c'est vraiment drôle, et si t'es coincé du Q, ça te regarde, mais n'en écoute pas les autres, motherfucker. Retrouvez toute la délicatesse nacrée et l'irrévérencieuse joie de vivre d'Hélène Bokoussa dans son dernier album Cringe, L.A. Beat. J'adore la bite. L.A. Beat, le nouvel album d'Hélène Bokoussa. Naturellement, l'anthologie s'ouvre avec la toute première apparition de Natasha Romanoff dans le Tale of Suspense numéro 52 d'avril 1964. Stanley est au scénario, assisté au dessin de Don Heck. L'histoire est un pur produit de la guerre froide, et le récit proposé a été réalisé 3 ans après la construction du mur de Berlin. Symbole de la séparation entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Oui, c'est ça, Scarlett, t'as bien appris. Yuri Gagarin est entré dans l'histoire en devenant le premier homme envoyé dans l'espace. Montrant la supériorité technologique de l'URSS pour un temps sur les Américains. Et tu vas me couper tout le temps, comme ça? Ben non, je vais plus rien dire alors. Mais non, bébou, oh. Sans oublier donc la crise des missiles de Cuba en 1962, durant laquelle il a été facile au monde entier de faire de l'huile d'olive sur une simple pression à froid. L'huile d'olive pugée emballe tout le monde. Dans ce contexte difficile, les Américains ne voient qu'un seul ennemi, l'URSS, qui les énerve prodigieusement, comme si les Ruskov avaient niqué leur daronne. Et c'est ainsi qu'apparaît l'espionne Natasha Romanoff au service de la mère Russie, mettant à mal Tony Stark dans un récit qui lui fera décrocher son rôle de protagoniste de charme, Prends le temps pour respirer quand même. et qui l'amènera petit à petit vers de nombreuses apparitions dans la série d'Iron Man. C'est très représentatif de l'époque où les auteurs de BD voyaient des cocos partout. C'était la mode à l'époque. Les lecteurs français ont pu découvrir cet épisode
velu dans le Strange Special Origins 193 de janvier 1986. Natasha y apparaît pas vraiment comme une super-héroïne, mais c'est comme toutes les histoires d'amour, on ne peut pas toujours commencer avec un fondu au chocolat. Oh putain, t'es relou. Ayant conquise le cœur des lecteurs grâce à ses nombreuses rondeurs exaspérantes qui en met plein la gueule aux platistes, Tu voulais dire grâce à ses nombreuses apparitions dans les Avengers? oui si tu veux, eh bien Stan Lee décide d'attirer l'attention sur la Black Widow dans l'Amazing Spider-Man 86 en juillet 1970, avec au dessin John Romita Sr. qui redéfinit l'apparence de la belle nénette au point de nous prendre totalement turgescents, limite imbibés. C'est là qu'apparaît sa combinaison noire et ses longs cheveux roux qui me foutent toujours la garrone en crue. La légende dit que Romita se serait inspiré d'Emma Peel dans la série britannique Chapeau melon et bottes de cuir, Elle est bonne. mais le dessinateur précise que l'idée lui est venue, en fait, de Miss Fury, créée dans les années 40 par Tarpe Mills. En effet, les similitudes avec cette combinaison noire réglise est évidente. Et n'oubliez pas que l'avantage de la réglise, c'est que ça a la même gueule quand ça rentre que quand ça ressort. Les lecteurs français ont pu redécouvrir cet Amazing Spider-Man 86 dans le Strange Special Origins numéro 160 en avril 1983. Puis l'anthologie propose de nous présenter 2 épisodes insistant sur la rencontre entre... Bambi et Pampa? Alors non, sur la relation amoureuse entre Daredevil et la Black Widow. Forte de la série attitrée à Natasha, dans les numéros 1 à 8 d'Amazing Adventure, d'août à septembre 1971, que les Français ont pu lire en pocket noir et blanc chez Haredi, dans l'inattendu 1 à 5, entre 1975 et 1976, que je vous expose là, de façon ostentatoire, et bien la Veuve Noire fait équipe à la vie comme au boulot, dans la série de Daredevil, avec Daredevil. Et ben ouais. En fait, l'idylle entre Matt et Natasha naît pour tenter de sauver le titre Daredevil dont les ventes sont alors en chute libre. Ainsi, l'anthologie Panini nous propose les Daredevil 81 d'août 1972, écrit par Jerry Conway et dessiné par Jane Colan, que les lecteurs ont pu lire dans le Strange 79 en juillet 1976, puis les Daredevil 90 et 91 d'août et septembre 72, qui auront le mérite de redresser les ventes de la série du Diable Rouge et de déplacer l'attention sur la relation. Sur la relation. Oui, oh, ça va, sur la relation entre Matt et Natasha. Le mec, il sait pas lire ses fiches. Ouais, oh, ça va, hein. C'est drôle Les parce Français que ont c'est pu vrai. lire ces 2 épisodes dans les Strange 88 d'avril 1977 et le Strange 89 de mai 77. Juteux. Puis l'anthologie nous propose de retrouver Black Widow aux côtés de l'araignée dans la série des Marvel Team Up. Le rédacteur en chef, Len Wein, en ayant assez de l'avoir comme partenaire de Daredevil, décide de mettre fin à ce partenariat dans le Daredevil 125. Et Natasha disparaît de la couverture de Daredevil. Disparaissant du monde de Marvel temporairement, c'est Chris Claremont qui va la remettre en piste avec une saga en 4 parties dans les Marvel Team Up 82 et 85 entre juin 79 et septembre 79. Je garde un souvenir ému et humide de ces 4 épisodes diffusés dans le 20e album de l'araignée chez Luke lors du premier trimestre 84 dans La Veuve et le Samouraï, cet album qui a fait saloper bien des moquettes dans les années 80. Tu m'étonnes. Ainsi, cette anthologie Panini nous propose des Marvel Team Up 83 à 85 écrites par Chris Claremont et dessiné par Sal Buscema. Pronunciation is a bitch. Pour des raisons techniques, Marvel a numérisé et restauré seulement les épisodes 83 et 85 et nous les propose dans cette anthologie. Pour plus de contenu au sujet de cet album de la Veuve et du Samouraï, je vous invite à aller voir la vidéo que je lui ai consacrée. Qui était très bien. Eh ben merci. Non, je le pense. Bah c'est gentil. Puis l'anthologie Panini nous propose Bizarre Adventure numéro 25 de mars 1981, écrit par Ralph Macchio et dessiné par Paul Gulassi. Et je pense que le concept est audacieux. En effet, séduction et glamour sont au programme de cette aventure où Paul Gulassi, en véritable héritier de Jim Steranko, le maître absolu de l'espionnage, produit un petit bijou qui tire sa force de l'équilibre et du goût graphique en noir et blanc. Gulassi choisit une approche hyper réaliste avec l'utilisation de demi-teintes, avec plein de clins d'œil aux films de James Bond et aux albums de Nick Fury. C'est du vol et du plagiat. On est dans le polar et le thriller avec du noir tranchant dans les cases qui change ce que l'on avait l'habitude de voir à l'époque chez Marvel. Les personnages du récit sont des hommages à Humphrey Bogart ou Michael Caine. Excellent! C'est moi où j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de ce que je dis. Mais non, j'en ai pas rien à foutre. Vas-y, continue tes conneries. Mais en fait... Puis l'anthologie Panini nous propose l'incontournable Marvel Fanfare numéro 10 datant d'août 1983, écrit par Ralph Macchio et Georges Pérez, que nous avons pu lire en France en octobre 1984 chez Haredi. Cet épisode nous fait un excellent résumé de l'histoire de la Veuve Noire dès les débuts à la fin de son histoire chez les Champions. Nous pouvons y voir les images les plus emblématiques de toute la carrière de Natasha, même si les Marvel Fanfare 11 à 13 auraient mérité leur place dans cette anthologie, mais cela aurait encore augmenté l'épaisseur de l'album. Je pense que tu en conviendras avec moi, ma chère Scarlett. Quoi? Feur. Allez. Ah vraiment, je passe une super soirée ce Eh, soir. comment tu la ken, joli Vous bro. trouvez ça drôle de s'acharner sur une pauvre Oh, femme? Eh ben excuse-moi là, t'es plus une madame, hein, on est en 2022, hein, les madames ça n'existe plus. Hein. Comment? T'es non genré. Oui,
bah vas-y, enchaîne gros. Puis l'anthologie nous propose le Black Widow numéro 1 de la nouvelle initiative éditoriale des Marvel Knights, sorti en juin 99, écrit par Devin Grayson et dessiné par... T'as oublié? Eh ben je sais pas, parce que Voilà. j'ai oublié de le noter sur ma fiche, et là j'ai l'air d'un con, avec des traits super, hyper réalistes, par J.J. Jones, je l'ai retrouvé, qui nous propose la première partie d'un roman d'espionnage moderne, qui nous révèle l'origine de Natasha et la Chambre Rouge, et nous présente Yelena Belova. J'ai bien aimé les dessins, qui m'ont bien touché le tralala. Je doutais que t'allais faire ça. Ça y est, reste tranquille, tu peux pas tester. T'as pas compris que c'est parce que je t'objectivise, voire même je te J'ai sexualise? pas compris. C'est normal, c'est de l'humour oppressif de mâle blanc cis hétéro. J'ai pas compris. Ouais, c'est pas grave. Puis nous découvrons La Veuve Noire de Bill Sienkiewicz à travers Black Widow, écrit en 2004 par Richard K. Morgan, et où nous découvrons une femme forte et déterminée malgré les erreurs et les atrocités qu'elle a commis dans son passé. Je ne suis pas vraiment fan du style de Sienkiewicz qui m'a toujours tendu, comme avant un toucher rectal. Ah, la comparaison? Tu te demandes si le gars était inscrit à la Chambre des métiers. L'anthologie Panini nous propose ensuite une histoire de février 2012, écrite par Warren Ellis et dessinée par Alex Maleev, je sais pas le prononcer, Ah bah, c'est un peu technique. tiré du Secret Avengers numéro 20. T'as pas préparé tes fiches? Non, j'avoue que là, c'est Ah bof, bah là, oui, ce on soir. voit ça, hein. Ouais. Black Widow voyage dans le temps après avoir été la seule survivante de Civil War et recherchant à éviter la mort de tous ses compagnons, et ben elle essaye de changer les choses hein, sans modifier le cours du temps. Et là, tu vas me dire que c'est sans intérêt. Certes. Les planches sont sombres, oppressantes. Je sais bien que c'est pour illustrer les situations et émotions du récit, mais moi je n'accroche pas et j'ai trouvé ça aussi triste qu'un frigo vide. J'ai pas trouvé ce récit pertinent. Comme le tome 2 du journal d'Anne Frank, c'est pas utile. Jolie l'ancienne. On passe une bonne soirée là quand même, hein, ce Nous soir, hein. peut-être, mais alors les viewers, je suis pas Oui. sûr. Alors d'ailleurs, si vous êtes encore là, les viewers, et écoutez, mettez Corinne Touzé dans les commentaires. Et à mon avis, je pense que vous avez déjà quitté la vidéo depuis longtemps. Il y a des chances quand même. Hein. Et donc en mars 2014, All New Marvel Now Point Want, réalisé par Nathan Edmondson et Phil Noto, nous propose une toute nouvelle Black Widow afin de renouveler la série. Je ne vous cache pas que là j'étais trop vieux pour ce coup de jeune de Natasha et j'ai lu en diagonale ce récit qui n'a jamais réussi à me flatter la rétine un seul instant. Ça casse pas trois pattes à un connard. C'est drôle. L'anthologie nous montre ensuite un récit de mars 1900, n'importe quoi, de mars 2014. Il fatigue, grand. Qui est tiré d'un nouveau mensuel dédié à la belle Natasha. Le titre est Black Widow. Niveau originalité, on repassera. Et c'est écrit encore une fois par Nathan Edmondson et dessiné par Phil Nato. Croisement entre un James Bond au féminin et Nikita. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Natasha trucide à tour de bras, et j'avoue que j'aime pas du tout les dessins, et je suis vite passé en mode just chilling. Après, je pense que c'est comme pour la chasse. Pour apprécier, il faut être bien bourré. Ouais, ça doit être ça. Et pour conclure, en 2016, l'anthologie nous propose le Black Widow numéro 3 de Chris Samney et Mark Waid. C'est dégueulasse à souhait au niveau du graphique, et ne trouve aucune grâce à mes yeux d'esthète. C'est même le seul moment où je n'avais pas la main dans le slibard, là j'avoue. Voilà, je tenaise du verbe tenaiser à vous proposer cette review de cette anthologie velue qui ravira les fans de la Veuve Noire avec les épisodes incontournables de sa carrière qui ont de quoi nous titiller la fibre nostalgique en passant par des artistes qui ont su lui donner de l'ampleur tels que John Romita Sr., Jerry Conway, George Perez ou Devin Grayson. Un incontournable pour tous les geeks qui se touchent le tralala devant Natasha. Après avoir résisté vaillamment pendant 24 heures, j'ai finalement craqué et j'ai investi dans ce magnifique ouvrage d'un méga super beau gabarit. Ben oui, c'est du 28 x 37 cm et tout le monde ne peut pas se vanter d'en avoir autant entre les mains. T'es lourd, gros. Jalouse. Sorti en 2022 chez Brajlon, vous savez cette maison d'édition qui te produit des œuvres de qualité au niveau roman, cet album illustre La Tour de l'éléphant, l'une des plus célèbres nouvelles de Conan le Barbare. Et si tu connais pas, bah faut pas rester comme ça gros, hein, enquiert-toi de cette nouvelle. Publiée pour la première fois en mars 1933, bah justement cette nouvelle de Robert Howard est généralement considérée comme l'une des meilleures de Conan, et pour tout dire, c'est cette nouvelle qu'il faudrait conseiller comme point de départ pour les nouveaux lecteurs. Tu sais, je vais faire comme tous les trous de balle hein, qui te font une vidéo en te disant comment bien débuter dans les comics. Et bah là, c'est comment bien débuter avec Conan, sauf que, bah non, j'ai pas envie de te dire ce que tu dois faire gros. En tout cas, cette histoire est l'une des plus populaires et des plus connues de Robert Howard, et forcément, elle a fait l'objet par le passé de dizaines d'adaptations. Alors c'est quoi l'histoire, me demanderas-tu ? Non.
Eh ben je vais quand même t'en parler. Alors tout débute dans le quartier de Maul, en Zamora, là où les bandits se rendent pour célébrer leur forfait, et un jeune barbare, cheveux noirs, épaules larges et torse puissant, je te spoil un peu, hein, c'est Conan, entend un type évoquer la tour de l'éléphant. Le voleur lui raconte qu'elle renferme dans ses hauteurs le cœur de l'éléphant, un joyau merveilleux qui offre richesse et pouvoir à celui qui le détient. Et forcément sans préparation et animé d'une stupidité que tu ne retrouves plus guère aujourd'hui que chez les hommes politiques ou de la finance, eh bien Conan entreprend l'ascension de cette tour, et forcément, ça va mal se passer. Cet album est somptueux, hein, la nouvelle d'Howard est racontée, tandis que Valentin Séché la met brillamment en image au fil des pages. Il sait mettre en valeur la figure de l'heroic fantasy qu'est Conan. C'est avec des artistes comme ça qu'on a transformé Conan en une icône de la pop culture. Moi j'aurais été gamin et j'aurais découvert ce bouquin, mais j'aurais tout de suite été contaminé. Valentin Séché a su s'emparer du personnage de Robert E. Howard pour nous livrer une immersion inédite dans l'univers du Cimmérien. Et cet album est somptueux avec ses illustrations qui s'étalent sur chaque double page, les dessins débordent et sortent du cadre avec une intensité incroyable. Tu peux palper leur force et leur brutalité. Tu peux t'imbiber de la bestialité du Cimmérien. Imbibé? Oui, imbibé. C'est grandiose et plus beau que le sexe, tiens. On en prend plein la vue et en cette période de Noël, je ne saurais trop vous conseiller d'en faire une idée de cadeau pour rester capable d'apprécier le bousin. C'est pas pour le premier goujat béotien de basse extraction plébéienne, mais bien pour le patricien de la culture, hein, la seule, la vraie, celle avec un grand cul. Ça prend pas un cul? Je galégeais Scarlett. D'une grande qualité visuelle, on reçoit une vraie claque à sa lecture. Valentin Séché a su parfaitement retranscrire l'ambiance de la nouvelle et l'univers de Conan. J'ai même été plus ému par le sort de l'homme éléphant à travers ce travail que lorsque j'avais lu la nouvelle. T'es un grand émotif, gros. T'essayes pas de nous la jouer TF1 là. Ah non putain, tu me casses mon effet là Michel. Bref, c'est un chef-d'œuvre de Valentin Séché qui a su mettre en image l'une des plus belles et des plus brillantes illustrations de Conan. Vous devez absolument l'acheter. Alors je commence par une question. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui vous énerve le plus quand vous lisez les commentaires des vidéos? Ma femme. Non mais sorti de ça, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les commentaires? Ma femme. Ok, je vois que ça va être dur. Comme ma chmure. C'est pas vrai, hein. Ah, il est en Relou, forme, hein. non. Mais donc... en fait, non. Moi, je voulais juste parler des inspecteurs des travaux finis. Les Ceux qui casse-couilles, la quoi. ramènent pour te dire que ta dernière vidéo, eh ben, t'avais pas parlé de ça ou de ça, tu vois. Ouais, les monsieur, je sais tout. Ouais, ceux qui te disent que, bah, t'as pas été exhaustif. Mais c'est normal, trou de balle. Je peux pas parler de tout en quelques minutes. Dis-moi-le, le vieux, pourquoi tu t'énerves? T'es méga tendu du slip, là, tu Tu peux nous pas fais ta test, petite crise. mec. Tu es aigri. C'est pas vrai, c'est de la diffamation. ça. Ça pourrait te faire plaisir, mon lapin. Une commotion cérébrale? Quoi? Fort. C'est Allez. Oh, Truc de gosse, Ça là. fait 2 fois que je te la mets. Comment? Revenons au Tu vas sujet, gros. trop niquer, bro. Tu dois être trop heureux, là, genre le sourire jusqu'aux oreilles derrière ton masque. J'avoue. C'est de la masterclass là ce que tu nous fais là. 2 fois de suite. Alors oui, certains ne manqueront pas de me faire remarquer, dans leur perfidie qui relève de la psychose non diagnostiquée, que je n'ai pas parlé du Strange 83 de novembre 1976 avec cette superbe couverture mettant en scène l'affrontement de l'araignée contre la très sensuelle Black Widow. Et ben c'est parce que j'ai envie de garder cette partie pour mon analyse vintage. T'es un bon gros. T'es un bon. D'abord la couverture est magnifique, comme les courbes et rotondités exaspérantes de Natacha, qui me foutent la fièvre dans le sang, comme le disait Alain Chamfort. La référence, t'es vieux, gros. Non, il est vintage. Ouais, c'est ça, je suis vintage. Alors, Luc nous présente dans ce Strange le fameux Amazing Spider-Man 86 datant de juillet 70. Stan Lee est à l'écriture et John Romita Sr. au dessin, assisté de Jim Mooney à l'ancrage, tandis que les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Référence de vieux. Spider-Man rentre chez lui après son combat avec le Caïd dans l'épisode précédent, et épuisé, il passe devant la Veuve Noire sans la remarquer. Visiblement, c'est un grand jour d'inspiration pour Natasha qui décide que c'est le moment de changer sa tenue. Enfin, on aurait envie de dire c'est pas trop tôt. Elle opte pour quelque chose de plus swag et dans le vent des années 70, hein, elle se retrouve dans sa combinaison en cuir super chaude, hot, méga sensuelle, qui rend le kiki tout dur, avec des mécanismes au poignet qui lui permettent de se balancer comme Spider-Man et de lui tirer dessus avec ce qu'elle appelle la morsure de la veuve, et en anglais, c'est pas moi qui l'invente, ça se dit Widow Beat. Ah, le beau. Ah bah, pour une fois que je peux dire le mot Arrête légalement... pas, c'est lourd, Il y a une mec. putain d'ambiance ce Ouais, soir. je crois qu'on peut faire n'importe quoi, de toute façon, je crois que les viewers se sont déjà barrés, ils ont dû péter un câble depuis longtemps. C'est clair gros. Bref, ce look méga chaud de Natasha a toujours fait penser qu'il était inspiré par la popularité... Comment tu dis popularité d'Emma Peel à l'époque. Tu radotes, le vieux, hein, t'en as parlé tout à l'heure. Par contre, et ça je l'ai pas dit, il semblerait également que ce nouveau costume ait été inspiré par le film Modesty Blaise en 1966, basé sur la bande dessinée britannique. Bien sûr, John Romita, dans son interview dans Comics Book Artist numéro 6, met les points sur les i en disant que l'inspiration pour le nouveau look de Black Widow était Miss Fury de Tarpey Mills. Je vous ai retrouvé ces commentaires et vous pouvez les lire sur le site de Tomorrow Publishing. Ok.
J'ai fait le costume de Black Widow. L'une de mes bandes dessinées préférées quand j'étais enfant était Miss Fury. Stan a dit pourquoi ne pas redessiner le costume de Black Widow basé sur Miss Fury. Alors j'ai enlevé le masque de son visage et j'ai fait de Black Widow celui de la combinaison en cuir verni. On ne peut s'empêcher de penser que Miss Fury ressemble à Catwoman dans une cape avec ses petites oreilles pointues. Catwoman est d'ailleurs antérieure à Miss Fury de plusieurs années, mais elle portait principalement une robe jusqu'à ce que l'émission télévisée Batman et Julie Newmar arrivent pour changer la donne. L'épisode est une occasion de rappeler le passé de Natasha avec son passé d'espionne. On fait directement référence au Tale of Suspense 52, où la veuve est apparue pour la première fois, faisant équipe avec le deuxième Crimson Dynamo, c'est-à-dire son mari. Puis dans la même case, il est fait référence à son association avec Hawkeye, à partir du Tale of Suspense 57, et dans la case suivante, on voit comment elle a rompu avec Hawkeye dans l'Avenger 75. Puis on nous parle du moment où elle a rejoint le SHIELD et où elle a été envoyée en mission qui l'a amenée à croiser la route de son mari, le Red Guardian, dans les Avengers 43-44. Ainsi, pour en revenir à notre petite araignée, Black Widow est devenue une méga bombasse rousse avec un costume moulant qui aurait pu transformer n'importe quel adepte de l'abstinence en un queutard obsédé, même dans les bas-fonds du Vatican. Bref, avec Romita, l'univers Marvel est devenu méga hot à 700%. Pendant ce temps, Peter, qu'on connaît par cœur, continue à gâcher sa relation avec Gwen, ingrédient indispensable de la méthode Stanley, pour rendre vivant sa série de super-héros avec une version digeste des Feux de l'amour. Il tombe ensuite malade et faible, et le récit prétexte à cette rencontre avec la Veuve Noire, épisode durant lequel il peut à peine se défendre tellement il a la crève, réveillant chez la Jolie Rousse une assurance méprisante vis-à-vis de son ennemi, en se disant qu'il n'est pas aussi fort que ça. Mais au final, le Speedy finit par lui montrer qu'il est le patron, en démontrant qu'il a de véritables super-pouvoirs, et qu'elle ne joue pas dans la même cour. Elle est un peu juste à son niveau de pouvoir. Tirant un grand enseignement de cet affrontement, la louloute décide qu'elle aura son propre style et qu'elle n'a pas besoin d'être comme Speedy après tout. Pour les nostalgiques de cette lecture des années 70, je ne peux qu'associer cet épisode à celui de l'Amazing Adventure numéro 1 datant d'août 1970, soit un mois plus tard après l'Amazing Spider-Man, écrit par Gary Friedrich et décidé par John Buscema. John! Tu peux lire cet épisode dans le premier numéro de l'Inattendu chez Haredi en 1975. On y voit la veuve nous faire une nouvelle démonstration de ses nouveaux pouvoirs dérivés de la technologie du SHIELD. Épisode intéressant où les auteurs se sentent obligés de montrer qu'elle n'a rien à voir avec Spider-Man. La veuve y prononce un discours rejetant son inspiration par Spider-Man. J'étais idiote de penser que j'avais besoin des pouvoirs de Spider-Man. La veuve noire se suffit à elle-même. Et puis j'adore ensuite son côté badass quand elle va ensuite tabasser des voyous parce qu'elle a soif d'excitation. Elle va bolosser des sales types comme ça sans raison. C'est peut-être parce qu'elle est débile, c'est peut-être par désespoir, du moins c'est ce que disent les journaux du soir. Isolée, cette histoire peut être lue comme si la veuve n'était qu'une bobo végano je sais pas quoi mes couilles, qui s'ennuie dans sa banlieue huppée loin des gyrophares bleus du ghetto, et qui se rendrait dans les bas-fonds pour chercher de l'excitation. Et du coup, quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. Oh, comment je suis chaud moi aujourd'hui. Arrête, c'est chiant! Mais en fait, non, ce n'est pas une connasse qui s'excite à la vue du pouilleux et de la misère humaine. Il y a en fait un énoncé de mission ici qui définit la direction de la série. Elle dit « Dans le passé, j'ai toujours été impliquée dans des affaires gouvernementales. C'est peut-être pour cela que je me sens maintenant si obligée de m'intéresser aux affaires de l'homme ordinaire. Car sans lui, il ne peut y avoir de gouvernement. C'est beau! » Notez qu'Ivan apparaît pour la première fois dans cet épisode. Il a l'air d'avoir environ 10 ans de plus que lors de ses apparitions dans Les Champions, où il est pratiquement un membre combattant de l'équipe. Ici, il n'a aucune idée que la veuve est une super-héroïne. Autre chose intéressante, la veuve se rend compte que la conception d'un costume sans masque met en péril son identité secrète. Il était temps d'y penser, Natou. Oui, mais quand on y pense bien, le masque est un handicap quand tu veux jouer avec les codes de l'expression faciale. Qu'est-ce qui est facial? J'ai pas tout compris! Bah, regarde avec ton masque, on ne voit jamais tes jeux de visage. C'est pas faux. Comment veux-tu faire passer une émotion sous-jacente sur ton regard s'il est caché par un masque dans une situation où la catharsis est over the top? J'ai rien compris. Moi non plus! Bah, c'est mieux sans le masque, c'est ce que je veux dire, les bolosses. Ah oui, comme ça je comprends mieux, oui, d'accord. Alors parce que je suis une meuf, je n'ai pas la capacité de parler sur un ton docte ou sentencieux. Oh. C'est comme ça que tu vois les femmes? Détrompe-toi, grosse. J'ai aucun problème avec les meufs, j'ai une mère. Ça se tient comme argument. Excusez-moi là de vous faire chier, mais on pourrait recentrer le débat là? Le fun est en train de redescendre là! Comme mon string. Festival, masterclass. Bref, cet épisode n'en reste pas moins une bonne introduction au personnage et à l'art de Buscema, et je conclurai comme ça. Voilà, j'avais envie de revenir sur ces deux épisodes importants de la mythologie de Black Widow, car ils définissent non seulement les nouveaux pouvoirs du costume de la Jolie Rousse, mais également sa nouvelle direction en matière de lutte contre le crime. Ayant conscience qu'elle ne sera jamais l'égale de Speedy, elle trouve sa propre voie à son niveau pour servir la justice, enfin, quand elle ne fait pas sa propre descente chelou dans les bas-fonds de la ville pour bolosser la Kaira.
Voilà, ce mag est maintenant terminé, j'imagine qu'il n'y a plus personne à ce moment-là de la vidéo, ce qui fait que je remercie les derniers spectateurs de cette émission qui sont restés jusqu'au bout, ils sont peu nombreux, je les embrasse. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, n'achetez pas chinois, mais laissez quand même un pouce bleu, ça ne fait pas mal au sein, et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, eh ben on se demande ce que vous foutez encore là à la regarder. Je vous embrasse très fort, mes petits farfadets, et comme chaque année, à la même époque, j'ai une pensée pour tous ceux qui vont passer les fêtes tout seuls. Tu plombes l'ambiance, gros. J'espère que cette vidéo vous aura arraché quelques sourires, je pense bien à vous. Il me reste plus qu'à remercier Scarlett et Michel pour leur complicité malsaine, et peut-être que vous voulez dire un dernier mot? Abscon. Et toi Michel? Saucisse. Eh ben merci à tous, encore une fois, passez de bonnes fêtes, fourrez bien vos dindes. Miss France, si tu nous écoutes, on te salue. Bonne bourre. Ouf. On se retrouve l'année prochaine, si tout va bien. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. Salut les geeks. Salut. Non, appelle Raph Nassé. Appelle Raph Nassé. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.